bal costumé de l'ORTM à l'occasion de la célébration des 11 ans de ORTM2 et des 30 ans de la chaîne 2 a signé son grand retour hier soir. La riche diversité culturelle du Mali a été magnifiée à travers les tenues, parures, mais également la danse. L'ambiance de la soirée dans ce journal. Ce soir, nous allons vous parler d'Unko. Cette écriture riche en tonalité se veut un véritable moyen de promotion de nos langues et cultures. Elle est de plus en plus adoptée par la population malienne. Les détails en fin d'édition. Merci de votre fidélité au programme de ORTM2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le bal de costume traditionnel de l'ORTM signe son grand retour après plusieurs années d'interruption. C'était au Centre international des conférences de Bamako, tout au long d'une soirée où le dress code était la diversité culturelle. Les invités ont fait honneur à la culture malienne, des parures, des mets ou encore la danse. Tout était coordonné pour mieux retracer la diversité culturelle du Mali. Ce bal costumé, faut-il le souligner, a su réunir à nouveau les Maliens pour célébrer une fois de plus le vivre ensemble et la cohésion sociale. Astanso. Des coiffures traditionnelles au port de sandales en passant par des tenues made in Mali, sans oublier les parures, Centre international de conférence de Bamako ne respirait que par la culture. Le bal de costume traditionnel de l'URTM a tenu toutes ses promesses. Les plus belles parures répondant aux valeurs culturelles maliennes dans sa plus grande diversité ethnique se sont vues dépoussiérées. Qu'il ne savait pas qu'on avait autant de tenues traditionnelles, qu'il ne savait pas qu'on avait autant de diversité traditionnelle. Donc pour dire qu'aujourd'hui, l'espace que nous sommes aujourd'hui nous rappelle nos vies d'antan, nous rappelle ce que nos grands-parents, nos grands-papas d'antan ont créé, que ce soit sur le plan vestimentaire, sur le plan animation, culturelle, mais nourriture, tout. Donc pour dire encore une fois de plus, eux, ils ont pensé et nous devons tout faire pour sauvegarder et faire la promotion de ces habits. Placée sous la thématique Ankakorlu, la présente édition s'est tenue dans une ambiance bon enfant. Des lutteurs qui combattent au son des tam-tams, les balafons qui rythment les pas de danse, bref, tout était orchestré pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est une très belle soirée, c'est une très belle initiative à saluer et à encourager parce que ça répond et ça nous permet également de renforcer les liens entre les communautés. Parce que vous voyez, la culture, c'est la seule activité qui rapproche les communautés, surtout en cette période très cruciale de notre histoire pour notre pays. C'est important. C'est aussi une contribution pour l'association Timidoua à la culture malienne et au vivre ensemble. C'est un événement à pérenniser et que l'ORDM le gouvernement doit aider encore l'ORDM dans ce sens. Et je dirais que des événements pareils, rien ne vaut que la cohésion sociale. Il y a peu d'artisans qui évoluent dans ce domaine. Si Dieu faisait bien que les gens sont là-dedans et que le Malien aime sa culture, aime son savoir-faire, ça va abaisser le prix. Au cours de cette célébration, qui se voulait être un espace de retour aux sources, le bal costumé de l'URTM a démontré une fois de plus la richesse culturelle dont dispose notre nation. Bal de costume traditionnel de l'ORTM au Centre international des conférences de Bamako. Je vous le disais, le public bamakois dans la diversité culturelle, la beauté, la différence, mais en joie et cohésion s'y était donné rendez-vous hier. La quasi-plénitude des ethnies du Mali y était représentée. C'est ce que nous dit Fatou Diaby dans ce reportage. L'une des forces du Mali réside dans le melting pot. Pour reconfirmer cela, le public a répondu massivement présent à l'appel de l'ORTM au bal de costumes traditionnel qui célèbre les 30 ans de la chaîne 2, initiatrice de l'événement, mais aussi des 11 années d'existence de ORTM 2. Bambara, Peul, Soraï, Soninké et leur fils Malinké, Mianga, Dogon et Bozo, j'en oublie volontiers.
tous fabuleusement vêtus de ce que leurs ancêtres leur ont laissé, certains avec un plus auquel les aïeux tenaient. Il est rare et même très rare de voir un Dogon sans une petite sacoche. Et ceci s'explique. Traditionnellement, on est là pour représenter l'image de chacun de nos familles. Ce bâton, ça présente tout au pays Dogon. C'est l'image du pays Dogon. La terre, le ciel, tout ce qui concerne dans notre culture, c'est nous au village. Ça veut dire qu'un homme, quand il voyage, obligatoirement, il te faut quelque chose pour mettre des petits secrets dedans, pour que tout le monde ne voit pas ça sur le terrain. Du pays Dogon au pays Mianka, un milieu dans lequel il faut toujours faire de la différence entre l'habillement d'un roi et celui des autres. Ça, c'est une parure Mianka, du roi Mianka. Ça, c'est le roi qui porte ça. Vous voyez la longueur. C'est le seul roi qui peut porter un chapeau de cette taille-là, de cette dimension. Ça, c'est pas parce que j'ai un problème de genoux ou bien de pieds. Le roi, il s'habille et il a un bâton qu'on appelle bâton de commandement. Et c'est ce que j'ai ici. Chez les Soninké, quel que soit l'événement et l'habillement d'une dame, il est toujours accompagné d'une écharpe noire portant des petits points blancs. Un choix qui n'est pas fortuit. Si ce n'est pas aujourd'hui, les célibataires ne devraient pas attacher ça. C'est fait pour les femmes mariées. Ça signifie que le mariage est souvent très difficile. Mais quand une femme apprend à accepter la souffrance dans le mariage, avec le temps, elle verra le bonheur. C'est ça la signification du petit blanc qui est sur du noir. Puis le noir est plus que le blanc. Donc ça signifie que la souffrance est plus énorme que le bonheur dans le mariage. Mais une femme doit pouvoir supporter tout ça. Chez les Soraï, le Sumbu accompagne l'accoutrement de toute femme qui a fait un certain nombre de maternités. Dans la différence et dans la particularité, les ethnies se rencontrent et se côtoient autour des mêmes intérêts, celui de voir les filles et les fils du Mali ensemble dans la communion. Et c'est cette différence qui fait la beauté de la mère patrie. Nko, voulant dire jeudi, est un alphabet ouest-africain au son mandingue qui sert à la transcription des langues locales, notamment le malinké et le bambara ou encore le djoula dans certaines contrées. Cette écriture riche en tonalités se veut un véritable moyen de promotion de nos langues et cultures. Elle est de plus en plus adoptée par la population malienne qui y trouve un excellent moyen de s'exprimer. Et c'est dans la chronique culture avec Mariam Koulibaly. A, E, I, E, U, O, O. Un, ba, ta, ta, ja, cha, da, ra, rr, sa, ga, fa, ka, la, ma, nya, na, ha, wa, ya. Ce sont là les 27 lettres de l'alphabet Nko, une écriture purement africaine. L'Nko, c'est un système d'écriture transnational élaboré par l'éminent chercheur Solomana Kanté, qui est d'origine malienne, mais qui est né en Guinée. Mais l'alphabet a été produit sur la terre ivoirienne, à Bingerville, en 1949. Cette écriture, inventée depuis 1949, est inspirée des langues ouest-africaines. Son objectif est de permettre une souveraineté linguistique à travers la transcription correcte de nos langues. L'alphabet Nko, c'est un alphabet composé de 27 lettres. Parmi les 27 lettres, il y a 7 voyelles, une lettre neutre et 19 consonnes. C'est-à-dire qu'il y a une lettre diphtongue qu'on appelle un. Par exemple, quand on dit Ngolo, Nchi ou bien Ndjaï, quand tu écris Ndjaï et tu donnes à un Français, il va lire Ndjaï. Parce que le son n'existe pas dans la langue française. Donc il y a cette spécificité aussi dans l'écriture Nko. En même temps, quand je dis Nyebe Mousso Fininkalalala, Walma Nyebe Mousso Fininkalalala, vous savez, les deux phrases ont des sens différents, mais il y a une codification de ton qui
crée la différence entre les deux phrases-là. Donc c'est ça même qui est la force d'UNCO. Et puis c'est un alphabet qui est adapté à transcrire aussi les langues nationales du pays et les langues en dehors des frontières du pays aussi. De génération en génération, les adeptes d'UNCO sont parvenus à réaliser plusieurs documents, répandre l'apprentissage et développer beaucoup d'initiatives autour de cette écriture. De la création de l'alphabet UNCO à aujourd'hui, d'abord au niveau du document, nous avons pu mettre en place plus de 8000 ouvrages. Au niveau de l'informatique, nous avons pu intégrer le UNCO dans le système INCODE. Actuellement, nous sommes dans un processus de mettre en place le système de transcription automatique entre le UNCO et toutes les langues du monde. Bien que des avancées soient réalisées dans le domaine, notamment son inscription dans le patrimoine immatériel du Mali, le UNCO reste confronté à des difficultés. Les difficultés que nous rencontrons, c'est d'abord la législation. Parce que quand on parle de quelque chose de façon nationale, il faut que nous soyons adossés sur des lois qui nous fortifient et qui nous réconfortent aussi dans nos activités. Et puis ça va donner de l'espoir au peuple. En même temps, il y a la difficulté aussi des ressources financières et l'accès à la communication. Parce que pour communiquer aussi, ça dépend des ressources économiques. Apparaissant comme l'une des écritures les plus réussies d'Afrique de l'Ouest, le UNCO est un réel vecteur de promotion des identités culturelles et linguistiques. Il mérite aujourd'hui une attention particulière de tous. Un mot de sport à présent avec la finale de la première édition du tournoi de football organisé par l'association de la communauté sénégalaise au Mali. C'était à Médina Croix au stade Wenzen Koulibaly. Ce tournoi vise à renforcer la cohésion sociale entre les ressortissants sénégalais au Mali. Aïssata Silla. Après le coup d'envoi symbolique donné par l'ambassadeur du Sénégal au Mali, l'ASC Toufa en blanc et l'AS Sougounikoura se jettent dans la bataille. 15 minutes ont suffi pour assister à l'ouverture du score en faveur de l'ASC Toufa. Avec cette avance, l'équipe aborde le second acte avec la même détermination en marquant un deuxième pour ainsi porter le score final 2-0. Ce tournoi-là, on l'a initié pour raffermir les liens entre les Sénégalais vivant au Mali. Déjà pour qu'on se connaisse. Et derrière ce tournoi, on a fait passer un message important. Voilà, on a adressé un message au président de la République du Sénégal. Voilà, pour qu'il puisse nous aider par rapport à nos urgences et à nos doléances. Le public qui est là, c'est un public qui est majoritairement des Sénégalais, mais il y a des Maliens qui sont parmi nous. De grande satisfaction, c'est la communauté sénégalaise dans son ensemble qui est réunie ici cet après-midi pour célébrer la fraternité sénégalo-malienne. Comme vous le savez, nous venons de célébrer le 4 avril, qui est la fête nationale. Aujourd'hui, on est à l'épilogue de ce tournoi de football qui m'a été parrainé, mais aussi qui a été placé sous le symbole de la fraternité sénégalo-malienne. Je suis très satisfait, d'abord, de la présence massive de toute la communauté sénégalaise, mais également de nos Maliens. Jouée dans une ambiance bon enfant, cette finale a donné lieu à une cérémonie d'envergure, marquée par des défilés de tenues traditionnelles et des prestations d'artistes. Tout ceci a été ponctué par une remise de reconnaissance aux meilleurs joueurs et à l'équipe gagnante. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.